Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition d'information, 19h30, c'est l'heure de la principale édition. Merci de nous faire une place dans vos ménages. Nous ouvrons ce journal avec le social du côté de la commune d'Ovendo. Au lieu dit marché municipal d'Akournam se situe une traversée laquelle relie la cité Nomba Domaine au reste de la commune, mais un bémol, celui de l'absence d'une passerelle à niveau. C'est ce que nous rapporte ici Frame Biogezo et Fleury Asserondo de ce côté. La sécurité des personnes et des biens en zone ferroviaire ne cesse de faire couler beaucoup d'encre de salive ici dans la commune d'Ovendo et non loin du futur marché municipal d'Akournam. Les usagers bradent au fil des jours des règles élémentaires de sécurité sur ce passage pourtant fréquenté par les populations, l'unique endroit qui relie la cité Nomba Domaine aux autres localités de la commune d'Ovendo. Un passage à niveau aurait pu être aménagé par les autorités, mais hélas, ces populations optent plutôt pour le plan D pour arriver à leur fin, une débrouillardise qui n'est pas sans conséquence en cas de stationnement momentané des locomotives. Il va démarrer tout à l'heure, attendez. Tout à l'heure, il va démarrer. Ces scènes retracent d'elles-mêmes l'insouciance des autorités de la commune d'Ovendo en particulier et celle en charge du bien-être des populations de façon générale à pouvoir prendre ces difficultés à bras le corps. Faut-il attendre qu'il ait mort d'homme pour qu'enfin les solutions puissent être trouvées? Nous avons encore en mémoire de nombreux accidents de circulation survenus à plein ciel, lesquels ont malheureusement coûté la vie à de nombreux compatriotes. Aujourd'hui, la zone est désormais dotée d'une passerelle pour piétons. Nous osons croire qu'à Ovendo, les autorités vont devoir agir dans les délais plutôt raisonnables. La problématique de l'inclusion intégrale de la langue des signes dans les administrations publiques et privées dans d'autres pays a retenu l'attention de notre rédaction. Comment y parvenir? Élément de réponse dans ce reportage. Les personnes vivant avec un handicap, plus précisément les sourds et muets, ont du mal à se faire entendre dans les milieux administratifs en général et dans la société en particulier, parce qu'elles ne possèdent pas la même langue de communication. Un état de fait qui a retenu l'attention de notre rédaction au point de nous intéresser à l'inclusion intégrale de la langue des signes dans les administrations publiques et privées, en vue de soulager un tant soit peu la souffrance de cette frange de la population qui n'a pas demandé à venir au monde dans cet état. En sillonnant et en observant certains ministères publics, voire structures sanitaires, les médias audiovisuels, il n'existe quasiment pas des interprètes en langue des signes. Or que ces personnes ont besoin de s'informer, elles peuvent être malades ou encore solliciter un service quelconque. Mais comment feront-elles pour l'avoir? La question vaut son pesant d'or. Il faut qu'on nous dise exactement quelle est la langue de communication officielle qui doit être utilisée. Et ça, on pourra donc nous permettre de valoriser cette langue de signes. Deuxièmement, il faut arriver à la création d'un dictionnaire en langue de signes gabonaise. Ce dictionnaire sera une référence pour tous ceux qui voudront apprendre cette langue. Troisièmement, il faut participer à la formation en langue de signes gabonaise dans les administrations publiques et privées. Il serait plus qu'urgent que le gouvernement multiplie les efforts dans la formation du personnel des administrations publiques et privées dans la langue des signes pour que l'on puisse véritablement parler d'inclusion intégrale de la langue des signes au Gabon. Sur un tout autre plan, le secteur informel permet à plusieurs petits entrepreneurs, surtout ceux qui œuvrent dans la satisfaction des besoins primaires de vivre, et le plus souvent, ces petits entrepreneurs font face aux autorités municipales et ils semblent ignorer la loi. Mais comment comprendre que plusieurs grandes écoles dirigées par des élites diplômées opèrent dans l'informel? Élément de réponse dans ce reportage proposé par Fouti Boulanga Moulika.
Le secteur informel ou l'économie informelle peut se définir comme étant l'ensemble des activités économiques qui se réalisent en marge de la législation pénale, sociale et fiscale, ou qui échappent à toute comptabilité nationale. De manière générale, les acteurs de l'informel, pour le cas du Gabon par exemple, le font de manière voulue, puisque nul n'est censé ignorer la loi. Parmi ces acteurs concernés, il y a les tenanciers de certaines grandes écoles et universités privées non reconnues par l'État. En effet, alors que certaines grandes écoles sont légalement reconnues et payent leurs taxes, d'autres opèrent illégalement au vu et au su des autorités fiscales et des inspections du travail. Et une activité économique opérée dans le noir entraîne plusieurs conséquences sociales néfastes. La plupart du temps, pour le cas des grandes écoles non reconnues, bien que les étudiants payent des frais d'écolage, mais à la fin d'un cycle complété, l'établissement ne leur délivre aucun diplôme, puisque l'entreprise n'ayant aucun papier légal lui permettant d'exister. Aussi, les autres victimes de l'informel, au niveau de l'enseignement supérieur, sont les enseignants, des pères et des mères de famille, hautement diplômés, faisant carrière sans être déclarés à la Caisse nationale de garantie sociale, sans contrat formellement écrit, pire encore, sans être régulièrement rémunérés chaque fin du mois, puisque l'entreprise n'aurait des comptes à rendre à aucune autorité. Surtout lorsque les propriétaires des écoles auraient de bons carnets d'adresses et déclarent le plus souvent que le pays est dirigé. Allez vous plaindre où vous voulez. L'État gagnerait à interpeller de tels responsables. Dans les quartiers de Bel-Air et Montagne-Sainte, l'ONG L'Amour du Prochain était à pied d'œuvre dans le cadre de la remise des kits scolaires aux enfants issus des familles défavorisées. C'était en présence de Fram Biogezo et Fleury à Seondo. Les populations des quartiers Bel-Air et Montagne-Sainte ont reçu très tôt ce matin les membres de l'ONG Amour du Prochain qui, dans un élan de solidarité, poursuivent l'œuvre qui a été entamée il y a environ 2 semaines lors d'un culte dominical tenu à la salle des conférences de Louis, lequel a permis à l'ensemble de cette équipe de procéder à la distribution des kits scolaires aux familles ayant en charge des enfants scolarisés. C'est dans la continuité de cette action que d'autres familles qui préalablement ont subi un recensement sont également rentrées dans la danse, une façon pour l'apôtre Jean-Ulrich Nzemba de soulager les familles en cette période dominée par la rentrée des classes. Nous sommes dans un temps de la rentrée scolaire, pendant que nous mettons nos enfants dans les bonnes écoles, les enfants qui vont avec des cahiers. Il y a des personnes dans la nation qui n'ont même pas un bic, qui n'ont même pas un cahier. Et souvent nous crions, nous prions, nous gênons, nous faisons beaucoup de choses. Mais nous oublions un principe important que Jésus a dit, l'amour du prochain. Et aujourd'hui, dans les temps de la fin, les cœurs sont lucés, les gens oublient leur prochain. Pendant que nous sommes dans cette période de rentrée scolaire, il y a des familles qui sont délaissées, qui sont rejetées, qui n'ont même pas d'aide, et une église qui ne participe pas dans la société, je crois qu'elle n'a pas sa raison d'être. Et nous devons impacter afin de penser également à nos semblables, à nos voisins, à nos frères. Dans ce cadre-là que nous avons recensé au sein des familles, au sein de l'église déjà, des familles démunies et à l'extérieur, quelques familles démunies pour recevoir ces kits scolaires. Des instants heureux pour cette responsable de famille. Je sais que Dieu n'oublie pas ses enfants. Je le sais. Même s'il n'y avait pas eu rendez-vous, je sais que quelque part, Dieu pense à moi et il susciterait les gens pour nous bénir. Il bénit toujours ses enfants. Un geste d'amour et de générosité, lesquels cadrent avec la doctrine de cette ONG, celle de venir toujours au chevet des personnes qui en ont le plus besoin. Nous avons pensé aux familles démunies selon le passage de base de notre ONG. Nous avons pensé aux démunis pour cette rentrée scolaire afin de bénir les enfants qui vont aller à l'école en cette année et les recommander véritablement entre les mains du Seigneur Jésus. Une initiative qui vient un tant soit peu soulager les familles en cette période de rentrée des classes. Les fidèles de l'Église catholique se sont retrouvés ce jour pour célébrer les 175 ans d'évangélisation au Gabon, une cérémonie présidée par Monseigneur Basile V. Ingon, occasion propice pour ce dernier de procéder à l'ordination des prêtres et diacres. C'est en présence Lotman Aldo Mabunda et Yasser Nicolando. C'est ici, à la cathédrale Sainte-Marie, que la communauté religieuse catholique a célébré ce jour les 175 ans d'évangélisation au Gabon et dans la sous-région d'Afrique. La première messe fut célébrée en ce lieu par le Monseigneur Jean-Rémy Bessieux. Les fidèles venus nombreux ont assisté à ce jubilé, puis à l'ordination de quelques prêtres et diacres. Pendant cette ordination, les futurs diacres et prêtres, en attente du pouvoir de servir Dieu en toute honnêteté, sont passés par toutes les étapes
parmi lesquels l'imposition des mains du Monseigneur Basile Mvé Engon après leur expliquer les missions qui sont les leurs. Tout le monde à son niveau a répondu et participé à cette grande fête chrétienne. Les sœurs, la chorale, puis les enfants de chœur, à leur tête le turiféraire. Après toutes les étapes, l'archevêque donne le pouvoir aux futurs serviteurs de Dieu, qui se sont retrouvés par la suite hors de la paroisse pour communier avec les fidèles ayant assisté à la cérémonie à l'extérieur. C'est ainsi que les fidèles se sont réjouis en accueillant ces nouveaux serviteurs. Place à présent l'actualité hors de nos frontières. Les îles célèbres en Indonésie ont été successivement frappées vendredi par un fort séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami. Les autorités locales avancent un premier bilan qui pourrait s'alourdir à moins de 384 morts et de destruction de nombreux bâtiments. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Des corps sans vie, emportés par la vague du tsunami. Plus loin, des habitants hagards au milieu d'une côte dévastée, à la recherche de disparus. À Palu sur ces photos, des arbres déracinés, ici ou là des habitations encore debout, mais partout la désolation, rien ou presque n'a résisté à la force du courant. Une vague que l'on voit ici déferler en quelques secondes sur la plage. Il est plus de 18h20 heure locale. Ce vidéaste amateur prend le temps de filmer la scène depuis le premier étage d'un parking avant de céder lui aussi à la panique. L'eau s'engouffre alors dans la ville et dans cette mosquée en pleine prière du vendredi. Un raz-de-marée provoqué par un puissant tremblement de terre. Un peu plus tôt, de magnitude 7,5, son épicentre se situe à 75 km au nord de Palu, sur l'île des Célèbres. Impossible, disent les autorités, de déterminer l'ampleur du bilan humain. De nombreuses familles sont portées disparues. Dès vendredi soir, le président annonçait le recours à l'armée. J'ai appelé le chef de l'armée pour gérer cette situation d'urgence et participer aux opérations de recherche, de secours et d'évacuation. À la télévision nationale, les premières images du déploiement militaire et de l'aide aux populations. Des soldats qui embarquent direction Dongola, à 30 km de Palu, dont l'aéroport a été fermé. Deux villes aujourd'hui coupées du monde. De retour à Libreville, parlons à présent de sport avec la présidente de la Fédération gabonaise de golf, Marie-Cécile Poncé, qui a offert un tournoi aux présidents des clubs, façon de les remercier pour leur fidélité tout au long de son mandat à la tête de cette fédération. C'est en présence de Mosconi Ngomba et Vitalis Kumba. Longtemps restés à la tête de la Fédération gabonaise de golf, les responsables ont organisé une compétition à l'initiative du comité sortant dirigé par sa présidente Marie-Cécile Poncé, qui a bien voulu associer tous les responsables des clubs de golf à se détendre autour d'une partie de jeu. Marie-Cécile Poncé devra rendre son tablier à la nouvelle équipe qui sera connue dans les tout prochains jours. Une compétition qui s'achèvera par une remise des prix des lauréats dans les différentes catégories. Et avant de nous quitter votre rubrique Expression libre, voici la question qui vous a été posée. En quelle année fut posée la première pierre de la Chambre de commerce de Libreville? Élément de réponse au micro de Mosconi Ngomba face à la caméra de Vitalis Kumba. Ça, je sais pas. Je ne sais rien. Non, aucune idée. Très sincèrement, question pertinente, mais aucune idée. Bon, aucune idée. Bonjour. Merci. Ça là, je ne connais pas.
Pour ceux qui l'ignoraient encore, la première pierre de la Chambre de commerce de Libreville a été posée en 1971. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information. L'ensemble de la rédaction vous remercie pour votre fidélité tout au long de cette semaine. On se donne rendez-vous très prochainement par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite au programme.